Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch, votre rendez-vous consacré à l'innovation. La procédure pénale est-elle équitable entre les différentes parties d'un procès? Et comment a-t-elle évolué entre le 19e et le 21e siècle? Ce sont les questions auxquelles Édouard Delray va tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors on peut dire que le droit c'est une histoire de famille, chez vous avec des grands-parents magistrats qui vous ont en fait donné l'envie d'entamer une faculté de droit à l'université de Liège. À la fin de votre master, le barreau ne vous attire pas, contrairement à la thèse qu'on vous propose. Alors en tant qu'amateur d'histoire et de philosophie, vous ne pouviez pas rêver d'un meilleur sujet. Vos journées sont rythmées par la recherche de documents établis depuis 1800, mais vous ne décrochez jamais totalement puisque le soir, vous aimez vous plonger dans un bon roman policier. Alors, vos travaux de recherche n'ont démarré que depuis 1 an, mais je vous propose quand même de nous expliquer ce que vous avez pu découvrir jusqu'ici. Le plateau est à vous. Bon pitch. Merci. Commençons par une mise en situation. Vous êtes de sortie avec des amis un vendredi et faites la fête dans un quartier festif, aux alentours de la gare du Midi par exemple. Vous buvez beaucoup et l'un de vos amis vous taquine un peu trop, ce qui entraîne une bagarre dont vous ressortez tous deux quelque peu amochés, avec des blessures ouvertes au visage et au poing. Tentant de vous calmer, vous faites le tour de l'endroit et soudain, vous avez l'horrible surprise de découvrir le corps sans vie de votre ami au milieu d'une ruelle, sa tête ayant été fracassée contre un mur. La police vous surprend rapidement dans votre macabre découverte et vous arrête en raison de vos blessures flagrantes, indiquant que vous vous êtes battu. On vous informe par la suite que vous allez être poursuivi par le parquet et que vous risquez 20 à 30 ans de réclusion. Pourtant, vous savez pertinemment que vous n'avez pas tué votre ami. Mais ce qui importe ici, ce n'est pas tant votre innocence que la preuve de votre innocence face à des indices accablants. Bienvenue dans le monde de la procédure pénale. Ma recherche porte précisément sur la procédure pénale, mais d'un point de vue historique. Pour la décrire en quelques mots, cette procédure démarre avec une phase préparatoire, comprenant la découverte des infractions et de leurs auteurs, en passant par une éventuelle instruction, pour arriver à la phase de jugement de la personne poursuivie. On y retrouve notamment plusieurs acteurs. Le parquet, la personne poursuivie, la victime de l'infraction et ses proches, les avocats, le juge d'instruction, la cour d'assises et son jury, ainsi que les juridictions de jugement. Pour l'aspect historique, je m'attache à étudier les débats tenus entre le 19e et le 21e siècle portant sur l'équilibre de la position des parties dans la procédure. Ces parties étant l'accusation, dont je représenterai les intérêts en orange, la défense que je représenterai en vert et la victime. Pour le moment, j'étudie plus particulièrement la phase préparatoire du procès, où les parties réunissent des preuves à charge, soutenant votre culpabilité, et à décharge, soutenant votre innocence dans l'affaire de votre ami. Ces preuves auront une importance considérable au moment du procès. Sachez ensuite que de grandes tensions traversent la procédure pénale. D'abord, 2 objectifs souvent contradictoires lui sont traditionnellement assignés. D'un côté, nous avons un objectif d'application efficace de la loi pénale, passant par la recherche, la poursuite et le jugement rapide et certain des auteurs d'infractions. D'un autre côté, nous avons le respect des droits fondamentaux de l'individu, comprenant notamment les droits de la défense, fondés sur la crainte d'une procédure injuste. Ce respect entraîne le plus souvent une procédure plus lente et plus coûteuse. Ensuite, une autre tension existe au niveau de la forme de la procédure. Nous avons d'abord une forme inquisitoire, qui consiste en une procédure écrite, secrète et menée de long en large par les agents de la justice. Les parties n'y ont pas vraiment leur mot à dire. Nous avons ensuite la forme accusatoire, dont la procédure est orale, publique et menée essentiellement par les parties, qui ont alors une position égale pour diriger le procès. Le rôle de l'avocat y est prépondérant. Actuellement, la procédure pénale belge se situe à mi-chemin entre les 2 formes. Les débats que j'étudie entre le 19e et le 21e portent précisément sur ces objectifs et ces formes de la procédure, notamment préparatoires. Je m'attache donc à identifier les causes, les enjeux, les acteurs et les solutions avancées par les discours de réforme de la procédure. Tout ceci au regard des tensions entre efficacité et souci des droits de la défense d'une part et entre l'accusatoire et l'inquisitoire d'autre part. Cette approche me permettrait ainsi de voir si une procédure inquisitoire est toujours efficace et si une procédure accusatoire permet de toujours faire respecter les droits de la défense. L'intérêt de ma recherche du point de vue du citoyen est de montrer comment et pourquoi les droits de la défense ont évolué dans la phase préparatoire du procès. Mais au-delà de son intérêt historique, cette recherche peut aussi servir à inspirer les réformes actuelles et futures de la procédure, en montrant aux législateurs que beaucoup de questions qui se posent actuellement ont déjà été débattues autrefois et qu'il ne faut pas essayer de réinventer la roue à l'occasion de chaque réforme. Revenons à votre mauvaise soirée.
une fois inculpé pour le meurtre de votre ami, la preuve de votre innocence dépendra de deux personnes. D'une part, le juge d'instruction doit enquêter à charge comme à décharge et il essaiera par exemple de trouver le véritable meurtrier pour vous disculper. D'autre part, votre avocat vous assistera dès vos premiers interrogatoires par la police et par le juge d'instruction et il pourra demander des mesures d'enquête complémentaires à ce juge pour prouver votre innocence. Ça, c'est en 2019. Mais imaginez le même cas en 1919. À cette époque, la loi n'impose pas au juge d'instruction d'enquêter à charge et à décharge. La recherche des preuves de votre innocence dépend donc de la manière dont il interprète ses fonctions. Donc aucune garantie d'une enquête visant à vous innocenter en soi. Quant à votre avocat, il ne peut pas influencer l'enquête et il lui est interdit de vous assister pendant vos tout premiers interrogatoires. Ces conseils pouvant pourtant vous aider à ne pas dire quelque chose qui pourrait être retenu contre vous sous l'effet du choc et ou de l'alcool. Ça, on le doit au Code d'instruction criminelle de 1808, élaboré sous Napoléon. Ce code prévoit d'un côté une enquête judiciaire inquisitoire tournée vers l'efficacité. De l'autre, la phase du procès en tant que telle est accusatoire et plutôt tournée vers les droits de la défense. Il faut attendre 1998, avec la loi Franchimont, pour que l'instruction se fasse à charge comme à décharge, avec l'intervention de l'avocat. Chose encore plus étonnante, l'avocat ne peut assister son client avant et pendant son premier interrogatoire que depuis 2011 avec la loi Salle 12. Une fois l'enquête terminée, la Chambre du Conseil étudiera votre dossier et décidera si les preuves de votre culpabilité sont suffisantes pour vous renvoyer devant la juridiction de jugement. Sinon, elle prononcera un non-lieu et vous serez libre. En somme, le fait que vous bénéficiez d'un non-lieu à ce stade, ou d'un acquittement au moment du jugement, dépend du travail effectué par le juge d'instruction et par l'avocat pour apporter la preuve de votre innocence. Nous venons de le voir, cette preuve est facilitée depuis les réformes de 1998 et de 2011. Récemment, un projet de réforme prévoit de supprimer les fonctions d'enquêteur du juge d'instruction pour en faire une sorte d'arbitre des parties au stade de l'enquête, les parties menant alors l'ensemble de la procédure à l'accusatoire sur un pied d'égalité. L'autorité chargée de mener une enquête impartiale serait alors le parquet lui-même, qui devrait à la fois vous poursuivre pour le meurtre dont il vous accuse, mais qui devrait aussi réunir les preuves de votre culpabilité comme de votre innocence. En synthèse, vos chances d'être innocenté du meurtre de votre ami en 1919 sont minces, en raison du caractère très inquisitoire de la procédure. Ces chances sont par contre beaucoup plus élevées avec notre procédure actuelle, mi-accusatoire, mi-inquisitoire, soucieuse des droits de la défense. Elles sont par contre inconnues en ce qui concerne la réforme du juge d'instruction, bien que l'on puisse craindre un déséquilibre dans les faits entre l'accusation et la défense, ce que ma recherche pourrait aider à confirmer ou à infirmer. Merci Edouard pour vos explications. Alors, si on se réfère à votre dernière image, on comprend qu'en 1919, on avait moins de chances d'être innocenté. Mais comment étaient les juges à cette époque-là? Est-ce qu'ils étaient plus sévères? Alors, je noircis un peu le tableau, c'est vrai. J'ai dû faire un peu preuve de caricature ici pour rendre ça plus agréable pour le téléspectateur. Mais le gros problème, c'est la grande marge d'appréciation dans l'interprétation des compétences du juge d'instruction. Vous pouviez soit tomber sur un juge d'instruction qui allait dire « Non, c'est normal, je cherche la vérité judiciaire, je vais enquêter à charge et à décharge ». Mais vous pouviez tomber aussi sur quelqu'un qui était convaincu que l'inculpé était coupable et qui allait donc mener une enquête essentiellement à charge. En fait, on fait confiance aux magistrats d'instruction, mais quand la confiance cède, la loi est censée protéger le citoyen. Et c'est ça qui a été fait en 1998 notamment. En quelques mots, quelle est l'origine de cette réforme dont vous nous avez parlé? Qu'est-ce qui ne va pas avec le système actuel? Eh bien, du point de vue des droits de la défense, il y a un gros problème, c'est que moi je vous ai parlé essentiellement de l'instruction, mais l'instruction ça ne concerne que 10% des dossiers. À côté de cela, il existe ce qu'on appelle l'information menée par le parquet, qui concerne plus de 90% des dossiers, et où l'avocat n'a pas nécessairement son mot à dire. Il ne peut pas nécessairement demander la consultation du dossier, il ne peut pas demander des devoirs d'enquête complémentaires, et si le parquet décide de classer sans suite, il n'y a pas de recours contre ça. Ça, c'est le premier problème parce que ça crée une différence de traitement entre les citoyens mis en instruction et les citoyens mis à l'information. L'autre problème, qui est plus managérial, c'est que la procédure est longue et coûteuse, notamment lorsqu'on juge l'instruction. Donc, on cherche ici à amener plus d'efficacité dans la procédure. Et un petit élément supplémentaire qui est tombé récemment, c'est que l'Union européenne prévoit de créer une sorte de parquet européen, regroupant donc les parquets des différents pays. Et la Belgique, elle, a
un système de procédure pénale assez hybride qui pourrait poser problème au regard de l'implantation du droit européen en Belgique. Donc ça reste à voir. On est toujours un peu spécial en Belgique, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Édouard Delray, votre plaidoirie est à présent terminée. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et merci à vous de nous suivre sur BX1. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Pitch.